Bonjour tout le monde, bienvenue à notre première émission Sans compromis avec Julie. Je me présente, Julie Gaucher, présidente de Groupe Sutton Québec. Je représente 17 franchisés et 1500 courtiers partout à travers le Québec et aussi à Ottawa, une ville d'Ontario. Évidemment, notre podcast va parler d'immobilier, vous l'aurez compris, mais pas seulement de transactions immobilières. Nous allons parler de l'arrière-scène, des sujets qui peuvent vous surprendre et vous intéresser. Puis on fera cela avec plusieurs invités différents qui apporteront leur grain de sel et, bien entendu, leur expérience et leur avis. Aujourd'hui, on a comme invité Anthony Cloutier, qui est courtier Sutton depuis 5 ans avec nous, qui a débuté chez Sutton dans l'industrie. Anthony, c'est un courtier à succès, un courtier intègre et c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est un coup de cœur. Et donc, aujourd'hui, Anthony, on va parler d'un sujet qui me touche vraiment à cœur, c'est-à-dire les devoirs d'un courtier immobilier, les conseils qu'ils doivent donner aux clients, acheteurs et vendeurs, évidemment en respectant toutes leurs responsabilités, chose qui est beaucoup inconnue du public. Alors, bonjour Anthony. Bonjour Julie. Tout d'abord, félicitations pour le nouveau podcast avec Sutton. C'est une très bonne idée. Je pense que ça va être vraiment intéressant de découvrir l'immobilier sous tous ses aspects. Et simplement pour mentionner aux gens qui aimeraient me contacter pour faire affaire avec moi, vous pouvez me rejoindre au 514-742-1396 ou me contacter par courriel au acloutier@commercialsutton.com. Et si je ne me trompe pas, Anthony, tu connais quand même les podcasts. Oui, certainement. J'ai moi-même un podcast à l'écoute de l'immobilier sur Spotify, Facebook. Donc, je suis déjà habitué au podcast un petit peu. Donc, j'ai l'impression que c'est toi qui vas me guider un peu aujourd'hui. Je vais me laisser guider par tes questions. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Anthony, en 2024, on sait qu'on a une foule d'informations qui circulent, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, l'Internet. Est-ce que tu considères que le travail du courtier immobilier est encore aussi important? Et si oui, de quelle façon vois-tu son importance? Certainement. Je crois que le travail de courtier immobilier non seulement est aussi important qu'avant, mais plus important que jamais. Comme tu mentionnais, on peut retrouver l'information en faisant simplement une recherche Google pour avoir 1001 réponses à une même question, mais justement, c'est laquelle des 1001 réponses qui est la bonne. Le courtier est là vraiment pour guider les acheteurs, les vendeurs dans tout ça. Et aussi, le Google ou ChatGPT ou peu importe la source d'information qu'on va aller chercher ne sera pas avec nous présent sur place pendant la visite, pendant l'inspection, pour pointer tel point, pour expliquer exactement ce qu'il y en est. Donc, le courtier immobilier, plus que jamais, est important à cause que justement de la multitude d'informations qu'on peut trouver sur la même question. Là. Donc, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est un peu comme quelqu'un qui essaie de s'auto-diagnostiquer sur Internet pour savoir quelle maladie il a. Tu lui conseillerais d'aller voir le médecin. Certainement, évidemment. C'est pas moi qui fais ma propre comptabilité, c'est mon comptable. Quand que j'ai des petits problèmes, je vais voir mon médecin. Je me diagnostique pas moi-même. Donc, à chacun sa profession, à chacun sa spécialisation. C'est bon. J'aurais une vieille expression à te dire, mais ça se dit pas tellement là. Quel genre d'informations, en tant que courtier, d'informations privilégiées, tu disposes que le public ne dispose pas et qu'ils ne sont pas conscients qu'ils n'ont pas? Exactement. Ben, aujourd'hui, les gens vont beaucoup magasiner sur Centris, donc vont voir les propriétés, donc vont passer à tort que bon, ben, j'ai déjà toute l'information que j'ai besoin pour acheter. Mais non, avant même d'envoyer une propriété à nos clients, nous, on a accès à la déclaration du vendeur, on a accès au certificat de localisation. Si c'est une copropriété, à tous les documents justement de la copropriété, les procès-verbaux, etc. Donc, on a accès à une foule d'informations sur les propriétés avant de les envoyer à nos clients. Donc, si on voit, disons que la propriété est en zone inondable, que la fondation est complètement finie, puis qu'on sait que notre client, c'est pas ce qu'il recherche, ben on va pas y envoyer la propriété. Donc, ça permet de faire un premier tri, puis c'est toutes des choses que les gens n'ont pas nécessairement accès. Si je comprends bien, la déclaration du vendeur que souvent le vendeur hésite à compléter est un peu le curriculum vitae de la propriété. Exactement. C'est là qu'on va voir tous les problèmes de la propriété. Est-ce qu'il y a des problèmes de zone inondable, de glissement de terrain? Est-ce qu'il y a des fissures dans la fondation? Problèmes de plomberie, électricité? C'est, je pense, 13 pages d'informations. Donc oui, c'est assez complet. Là. Merci, Anthony. Plaisir. Quels sont les services professionnels qu'un acheteur ou un vendeur est en droit ou devrait exiger d'un courtier immobilier lorsqu'il fait affaire avec lui?
Bien, je pense que ton courtier immobilier doit être présent non seulement avant, pendant et après une transaction, mais aussi donner de l'information puis t'accompagner au même de ta situation personnelle. Donc, un courtier doit apprendre à connaître c'est quoi tes besoins réels, donc te conseiller là-dedans au niveau de la bonne propriété pour toi. Si tu as des questions, éclaircir justement les incompréhensions qu'il peut y avoir dans l'immobilier. C'est un sujet qui est assez complexe. Une maison, l'entretien, le processus légal de la transaction. Donc, oui, on peut voir une propriété sur Centris, mais comment bien remplir les documents pour s'assurer qu'on soit protégé au niveau légal de la transaction. Donc, c'est vraiment d'être là pendant, avant, aussi après pour répondre aux questions des clients. Donc, c'est un accompagnement personnalisé. Te parler bien protégé, en fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que quand ils prennent un courtier immobilier, ils bénéficient d'une protection d'erreurs et omissions si jamais il y a eu un problème dans la transaction qui n'est pas nécessairement la faute du courtier, mais qui pourrait arriver en cours de transaction. Exactement. Du côté acheteur, quand tu rencontres un acheteur pour la première fois, quel genre d'informations tu lui demandes et est-ce que tu signes un contrat avec un acheteur? Oui, certainement. En fait, avec tous les acheteurs que je représente, on signe des contrats de courtage achat. Moi, de mon côté, je rends mes contrats de courtage annulables en tout temps parce que je crois pas que je dois tenir, emprisonner mes clients si jamais ils veulent pas faire affaire avec moi pour X, Y, Z raison. Personnellement, ça m'est jamais arrivé depuis le début. Donc, mais sachez que les contrats sont annulables en tout temps de mon côté. Mais oui, c'est important de signer un contrat de courtage parce que sinon, on est réputé représenter le vendeur dans la négociation. Sans contrat de courtage, depuis le changement de loi de juin 2022, on ne peut plus représenter deux côtés d'une transaction. Donc oui, je signe des contrats de courtage. Puis la première étape qu'on va faire avec un acheteur, c'est d'aller chercher une préqualification hypothécaire. Parce que sans préqualification hypothécaire, on a des fois de la misère à savoir combien qu'on peut aller acheter. On va penser qu'on peut acheter jusqu'à 500, 600, 700 000. Finalement, quand on va voir une banque, bien la banque nous apprend la mauvaise nouvelle que finalement, on peut acheter pour seulement 350. Donc, la préqualification, c'est la première étape d'un processus d'achat. Puis moi, c'est comme ça que j'accompagne mes acheteurs dans l'achat d'une propriété. Et disons que tu as un acheteur qui a des besoins ou des goûts spécifiques, qui tombe en amour avec une propriété, puis que toi, tu comprends que dans le fond, c'est pas dans son budget, puis même s'il y a une préqualification à un tel prix, tu sais qu'il va être très serré. Comment tu fais en tant qu'entremetteur, parce que c'est ça ton rôle, entremetteur entre un acheteur et un vendeur, pour arriver à faire comprendre à ton acheteur qu'il faudrait peut-être qu'il revise un peu sa position? C'est une très bonne question. En fait, si on regarde au niveau de la préqualification, ça calcule les ratios d'endettement. Donc, ça s'assure que la personne ne soit pas trop endettée pour sa capacité financière. Mais des fois, une maison va avoir plus que seulement le paiement hypothécaire. Il va avoir le paiement d'électricité, il peut avoir des frais de copropriété dans un condo. Donc, c'est un tout global d'une transaction. Donc, on calcule ça avec le client. Souvent, mes clients vont me poser des questions à ce niveau-là pour leur budget. Donc, je m'assure avant même d'envoyer la propriété au client que ça respecte ces critères. S'il y a un budget pour acheter un condo, disons, de 400 000 $ et que je vois que les frais de copropriété sont à 600 $ par mois, bien évidemment, ça va faire, excusez-moi l'anglicisme, mais buster le budget. Donc, c'est une propriété que j'enverrai pas à la base. Donc, on évite justement ce scénario-là où est-ce qu'on se place dans une position qu'on tombe en amour avec une maison. En l'envoyant pas à la base, ça permet de contrôler un petit peu les déceptions, là. Puis, est-ce que ça t'arrive de refuser des clients? Certainement, ça m'arrive. Si quelqu'un ne veut pas travailler avec un contrat d'achat, je ne prendrai pas le client malheureusement parce que moi, en travaillant avec un acheteur, mon but, c'est de le représenter correctement. J'ai pas envie de faire le travail à moitié, c'est-à-dire de représenter le vendeur, ne pas donner de conseils à l'acheteur, puis qu'au final, ne bénéficie pas de mon expertise. Parce que si on n'a pas de contrat avec l'acheteur, on n'a pas le droit de donner de conseils, on n'a pas le droit de montrer de comparable, on est limité, on ne peut pas aller à l'inspection en bâtiment. Donc, il y a plusieurs aspects qu'on ne peut pas faire si on n'a pas de contrat de courtage. Donc, à ce moment-là, non, je ne travaillerai pas avec un acheteur sans contrat. Et pour ce qui est du vendeur, en fait, j'ai un processus de vente qui est bien défini, une offre de service qui est bien définie. Donc, si un acheteur, en fait, ne veut pas accepter mon offre de service, je ne vais pas diminuer ma qualité pour baisser ma commission. Donc, je donne un service qui est vraiment complet à chaque fois. Donc, à ce moment-là, je refuse les contrats. Donc, si je te suis bien, tu as comme une fiche qui détaille les services que tu offres. Exact.
Puis est-ce que tu utilises le bon vieux truc que si jamais le client essaie de négocier, tu dis, bien, qu'est-ce que tu veux que j'enlève sur mon offre de service? Non, c'est une situation qui m'arrive pas vraiment. Je dirais que mes présentations, lorsque je veux aller vendre une propriété, non seulement souvent, je vais être référé par d'anciens clients. C'est mon modèle d'affaires. Je marche beaucoup sur la référence. Donc, les gens veulent faire affaire avec moi. Puis au niveau de ma présentation, j'explique justement que je fais pas de compromis sur la qualité. Donc, je fais pas non plus de compromis sur le pourcentage de rétribution, là. Là, je vais te taquiner parce que tu dis que tu marches par référence Exact. et tu as l'air tout jeune. Est-ce que c'est parce que tu es le courtier au nœud papillon que les gens te font confiance? Tu n'es pas obligé de me Ça répondre. se peut que ça en fasse partie, mais c'est déjà ma 6e année actuellement dans le courtage. Donc, mes anciens clients me réfèrent à la famille et aux entourages. Donc, les références commencent à bien rentrer. Donc, ça veut dire que tu fais un bon travail. Exactement. Je pense C'est pour bien. ça que tu as été Je choisi l'espère. aujourd'hui, d'ailleurs. Exact. Moi, je vais aller acheter une propriété. Mhm. Je t'appelle, Anthony, puis j'ai 2-3 propriétés à visiter. Comment ça se passe, une visite avec Anthony Cloutier pour une propriété? Certainement. Ben, en fait, une visite de propriété, je dirais qu'il y a pas mal 3 types de visites. On en a une où est-ce qu'on va être complètement seul dans la propriété. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment plus libre. Donc, on n'hésite pas à ouvrir toutes les armoires, on regarde, on pose toutes les questions, on est vraiment transparent. Ça arrive des fois qu'il y a des caméras cachées dans la propriété. Ça, je parle par expérience. Mais ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé. J'ai vu la caméra, j'ai fait bonjour, puis finalement, ben, j'étais filmé, puis la personne me voyait en temps réel. C'était assez drôle. Si le courtier est sur place pendant la visite, à ce moment-là, je suis comme un peu le filtre des questions. Donc, les clients me posent des questions, après ça, je demande au courtier. Et si le vendeur est sur place, ben, à ce moment-là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Il ne faut pas montrer trop notre intérêt, parce que sinon, on va perdre un pouvoir de négociation. Il ne faut pas non plus trop montrer qu'on n'a pas d'intérêt, parce que sinon, le vendeur va dire, ben, coudonc, il ne veut pas ma maison. Donc, quand on visite, on commence par un tour extérieur si la météo le permet. Après ça, on regarde toutes les pièces, on s'assure de bien tout voir au niveau de la maison pour savoir ce qu'on achète, là. Si j'étais coquine, mais réponds pas, s'il te plaît, je te poserais la question, quel genre de visite tu préfères? Avec un courtier, avec le vendeur ou complètement seul? Mais je pense que j'ai ma réponse. Si on se positionne du côté du vendeur, comment fais-tu pour évaluer le juste prix de la valeur marchande, sachant que souvent le vendeur il a déjà une idée dans sa tête et il pense probablement que c'est lui qui a le meilleur prix pour sa propriété? Mais quand on donne une évaluation d'une propriété, on ne va pas lancer un prix en l'air. On ne va pas regarder à la maison et dire ah, ben, d'après moi, ça vaut tant. Il y a plusieurs techniques pour calculer le prix d'une propriété. La moins fiable, c'est la technique de l'évaluation municipale. C'est-à-dire qu'on regarde le facteur comparatif. On dit dans la région, les maisons se vendent à 145 % d'évaluation municipale. Après ça, on applique le calcul, mais 50 % du temps, c'est vraiment loin du prix que ça doit se vendre. Puis l'autre 50 % va être proche du prix sans nécessairement être dessus. Il y a la technique des revenus. Si c'est un immeuble à revenus, donc un commerce ou un multilogement, ben là, on fait la moyenne des revenus bruts. Donc, on regarde combien de fois les revenus bruts ça peut se vendre. Et finalement, la meilleure technique, selon moi, c'est la technique des comparables. Donc, on regarde, comme on dit, on compare des pommes avec des pommes. On regarde des maisons, des condos, des propriétés à revenus similaires qui sont vendus dans le secteur. Puis là, on va faire des moyennes, on va faire des ajustements. Donc, quand on lance un prix d'une propriété, c'est pas dans l'air, en fait. Là, on a vraiment des justificatifs pour le montrer. Puis les vendeurs qui ont déjà une idée en tête, en fait, une fois qu'on leur montre des propriétés similaires vendues, forcé de constater qu'ils vont voir la raison du prix. Je dirais que 50 % du temps, les vendeurs vont penser que ça vaut plus que ce que ça vaut réellement. Puis 50 % du temps, les vendeurs vont penser que ça vaut moins. Donc, moitié du temps, on arrive avec des bonnes surprises. L'autre moitié du temps, ben, on enlève le plaster d'un coup. Tu vois, tu m'apprends quelque chose parce que j'aurais pas pensé qu'il existe autant de gens qui pensent que leur propriété vaut moins que ce qu'elle vaut en réalité, mais c'est une bonne nouvelle, je trouve, Exactement. pour le travail du courtier, bien Exactement. entendu, et pour le marché aussi. Quand tu vends une propriété, est-ce que tu vends d'abord la propriété ou tu vends le quartier? Du côté vendeur? Du côté vendeur. Du côté vendeur, ça dépend beaucoup. C'est vraiment du cas par cas. Si, admettons, j'ai une propriété entre les mains qui est vraiment unique, exceptionnelle, c'est sûr qu'on va mettre de l'avant les attraits de la maison. Donc, on va vraiment vendre le projet à la maison, l'espace de vie à l'intérieur, la cour, etc. Si c'est une maison qui est plus standard, dans les normes, qui ne se démarque pas vraiment des autres, mais que le quartier est fantastique, exceptionnel, ben là, on va vendre plus le quartier. Donc, ça dépend vraiment de chaque propriété. Puis c'est pour ça qu'un courtier immobilier est là pour bien représenter. C'est que la vente en immobilier, c'est vraiment du cas par cas. Chaque maison est unique, chaque secteur est unique. Donc, il faut sortir les bons attraits d'une propriété, là. J'aime ça quand tu dis que chaque acheteur, chaque vendeur, chaque propriété est unique.
C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier parce qu'on travaille par comparable, mais c'est une excellente vision, si tu veux, de l'immobilier, selon moi. Exact. Exemple, tu as un vendeur, la maison est listée à juste prix, on dit inscrite à juste prix, et là, tu as plusieurs acheteurs pour cette propriété-là, et ton vendeur est tenté d'accepter une offre plus basse, bien qu'il en ait reçu d'autres qui sont plus hautes, parce qu'il adore le petit couple qui va acheter. Qu'est-ce que tu dis ou comment tu le conseilles dans ce temps-là? Certainement. Il ne faut pas oublier qu'à la base d'une vente immobilière, c'est pas juste un chiffre sur un papier, c'est aussi des humains qui sont en arrière. Donc, des fois, ça se peut que le vendeur, ça fasse 35 ans qu'il habite l'immeuble, il a élevé ses enfants là. Pour lui, ça va peut-être plus important de vendre 10 000 moins cher, mais de savoir qu'il y a une famille qui va prendre soin de sa maison qui va arriver. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a le côté humain dans une transaction immobilière. Puis souvent, ça va arriver que des courtiers vont l'oublier. Donc, il ne faut pas oublier le côté humain. Les gens sont importants. Ça m'est arrivé, je parle par expérience, je représentais des acheteurs. On était en situation d'offre multiple. On avait la plus haute offre. La vendeuse a décidé d'accepter notre offre, mais de faire une modification pour baisser le prix volontairement, pour donner une chance dans la vie à mes acheteurs parce que je les avais bien présentés, justement, à la famille qui voulait avoir une plus grande famille. Donc, il y a un côté dans l'immobilier qui est le côté humain qu'il faut ramener souvent sur le devant de la scène parce que c'est des émotions après tout. Ce serait une belle histoire à raconter, ça, dans un futur podcast. Certainement. Si ta cliente est d'accord, bien entendu. Bien sûr. Est-ce que tu crois que dans la négociation, le fait que tu connaisses le courtier de l'autre côté, exemple, qu'il soit de la même bannière que toi, ça peut aider dans la transaction? C'est sûr et certain, parce que je sais d'avance si je fais affaire avec un courtier Sutton, surtout. On a une mentalité chez Sutton, un mode de vie qu'on adopte, que je sais que je vais me rallier derrière. Donc, au niveau des courtiers, on travaille d'une certaine façon. Puis chez Sutton, on peut appeler n'importe quel courtier. Si on a des questions, on s'entraide beaucoup. Donc, c'est une agence où est-ce qu'on n'est pas en compétition les uns avec les autres, mais bien on est là pour collaborer. Donc, avec un courtier Sutton, je sais d'avance que ça va bien aller. Avec souvent les courtiers des autres agences aussi, ça va bien. Puis si on travaille avec des courtiers qu'on a déjà fait des transactions dans le passé, moi, dans mon cas, les courtiers savent comment que je travaille, ils savent mon sérieux, mon professionnalisme, la façon que je vais. Donc oui, si c'est un courtier avec qui j'ai déjà fait une transaction, c'est la façon que je travaille. Donc oui, c'est plus facile que quelqu'un que je connais pas du tout, là. Moi, j'aurais envie de te faire confiance pour une future transaction, fait que je te permets de répéter ton numéro de téléphone. Certainement. 514-742-1396. Anthony, qu'est-ce qui arrive si, exemple, tu as un contrat de courtage avec un client vendeur et que tu as aussi un acheteur, mais tu sais, tu as un contrat de courtage achat avec cet acheteur-là et tu sais que la propriété que tu as à vendre correspond exactement à ce qu'il a besoin. Parce qu'on sait que depuis juin 2022, en fait, tu ne peux plus avoir un contrat de vente et un contrat de courtage achat et faire les deux côtés de la transaction, comme on appelle dans notre jargon. Exact. Qu'est-ce que tu ferais dans un cas semblable? Bien, c'est très simple. En fait, moi, je montrerai la propriété à mon client, je lui fournirai les documents. S'il souhaite visiter, je vais lui faire visiter la propriété. Parce que tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un intérêt réel à acheter la propriété, je peux lui montrer, il n'y a rien qui m'en empêche. Je ne peux pas lui donner de conseils au niveau de la négociation, je ne peux pas lui montrer de comparable, mais je peux lui faire visiter. Donc, si rendu au moment de la visite, me mentionne qu'il y a un intérêt réel pour faire une offre, à ce moment-là, je vais mettre faire mon contrat de courtage achat avec mon acheteur, puis je vais le référer à un courtier en qui j'ai confiance au niveau de l'agence qui va bien le représenter dans cette transaction-là. Mais tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un intérêt réel à l'acheter, je ne vais pas mettre faire mon contrat de courtage avec mon acheteur avant de m'en assurer parce que peut-être que finalement, ça ne sera pas la bonne maison pour lui et qu'il n'y aura pas le coup de cœur que je pensais. Donc, c'est vraiment au moment où est-ce qu'il y a un intérêt réel que, malheureusement, on doit couper le contrat pour cette propriété-ci. En tout cas, une chose que je me rends compte en t'interviewant, c'est vraiment que tu connais tes responsabilités, ton rôle et les droits du public, évidemment, puisqu'on est là pour protéger le public. Et évidemment, j'ai adoré jaser avec toi, mais là, j'ai une petite question surprise pour toi. Tu me permets de regarder ma feuille? Certainement. Même que je pense que je connais la réponse, mais si tu n'avais pas choisi d'être courtier immobilier, sans connaître ton parcours avant, que je connais déjà, mais ton plan B ou ta carrière de rêve, ça aurait été quoi? Mais en fait, je vais peut-être te surprendre parce que je ne suis pas sûr qu'on en ait parlé. Je serais astrophysicien. Oh! Ouais. Wow! Pourquoi? Parce que c'est ma passion. Tout ce qui est par rapport à l'espace, par rapport au mystère de l'univers. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, un éternel étudiant. Donc, j'en connais sur quand même pas mal de sujets parce que j'adore apprendre, mais mon domaine de prédilection, c'est vraiment l'astrophysique. Ça me passionne depuis que je suis tout jeune, là. Et nos auditeurs ne le savent pas, mais en plus, moi, je t'ai entendu chanter. Exact.
et tu m'as fait pleurer il y a 5 ans. Je pense que tu venais d'arriver chez Sutton. Exactement. Et on fêtait le 25e anniversaire et vraiment, tu m'as impressionné. Pas juste moi, je pense que toute la salle pleurait. Je vais terminer en disant que je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tu es notre coup de cœur, on ne se le cachera pas. On en a plein d'autres coups de cœur dans le réseau, mais toi, tu es un coup de cœur particulier. Merci, Julie. C'est déjà terminé pour nous. Alors, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter qu'on en a eu à préparer ce podcast. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur Spotify et sur Apple et partager avec vos amis. Certainement. Merci, Anthony. Merci, à bientôt.